Alors, la première chose intéressante quand on parle de l'école dans la nature, ça me semble de dire qu'en fait, beaucoup de personnes font l'école dans la nature pour des raisons de santé, parce que de fait, les enfants sont en bien meilleure santé quand ils courent dans les bois toute la journée. Il y a même des études qui ont montré que les enfants ont une meilleure vue parce qu'ils ne sont pas limités par 4 murs et donc le champ visuel étant beaucoup plus étendu, ils ont une meilleure... ils développent moins de myopie, de problèmes de vue. Donc il y a plein d'études comme ça qui ont été faites pour montrer que la nature a énormément de bienfaits. Il y a des bienfaits aussi sur les apprentissages, et évidemment sur l'hyperactivité. Mais dans notre école, ce n'est pas pour toutes ces raisons-là qu'on a choisi de faire l'école dans la nature. On a choisi de faire l'école dans la nature parce que, pour une question anthropologique et philosophique. Parce que comment est-ce qu'on apprend ? On apprend par nos 5 sens. Tout ce qui vient à notre intelligence arrive par les 5 sens. Donc les 5 sens externes, donc le toucher, la vue, l'ouïe, un peu plus fort, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Le goût et l'odorat étant moins développés que les autres souvent chez nous. Mais c'est toujours très intéressant de les développer. Et on voit aussi un lien entre l'odorat et la mémoire. Alors je ne sais pas vous le développer exactement, mais il y a des études qui sont en train d'être faites, et notamment pour aider les personnes âgées à garder leur mémoire en développant leur odorat. Vous voyez l'importance des 5 sens. Et ces 5 sens-là informent ce qu'on appelle nos sens internes. Donc la mémoire, l'imagination, le sens commun et la cogitative. Et ces sens internes, c'est ce qui nous permet ensuite de réfléchir, de faire fonctionner notre intelligence et de faire en sorte que notre volonté puisse se mettre au service de notre intelligence et que l'intelligence puisse se mettre au service de la volonté, donc pour nous faire poser des actes réellement humains. Le deuxième aspect qui est important dans l'école des bois, c'est que l'enfant est un. L'enfant n'est pas un cerveau avec un cartable, comme dirait François-Xavier Clément. On n'est pas là juste pour bourrer son intelligence, mais pour lui apprendre, pour le faire apprendre avec tout son corps. Donc c'est en bougeant, c'est en mobilisant tout son corps qu'il va apprendre. Et c'est ce qu'ont très bien compris les méthodes comme Jean Quéry, Jousse, la méthode Ward en chant et en rythme. Et donc c'est apprendre avec tout son être. Donc en nommant et en analysant toutes les informations qui sont réceptionnées par nos 5 sens, nous allons développer notre pensée. C'est même saint Thomas d'Aquin qui dit que parmi les hommes, ceux-là ont une meilleure intelligence, qui ont un sens du toucher plus développé. Donc ça vaut le coup vraiment de développer nos sens pour être plus intelligents. Donc au contact de la nature avec des matériaux naturels, on va vraiment s'enrichir et s'affiner. Et donc plutôt que de recréer en classe un environnement qui va permettre à l'enfant de faire plein d'expériences, on va utiliser l'environnement naturel, l'environnement normal d'un enfant pour que toutes ces expériences, ils puissent les faire en vrai. Et donc par exemple dans notre école, on va aller fabriquer avec les enfants de la lessive au lierre. Et ensuite on va aller faire la lessive nous-mêmes plutôt que de fabriquer avec des matériaux importés en classe. On va aller essayer au maximum de faire avec du réel, avec du vrai, et de susciter les apprentissages dans des expériences vécues. Donc par exemple, on va rencontrer telle personne dans la rue, ça va susciter un apprentissage sur le métier de cette personne, etc. On essaye de faire au maximum en vrai
y a un monsieur qui vient faire de la plomberie à l'école, on va aller apprendre la plomberie avec le monsieur. Bon, ça, c'est pas en maternelle, c'est plus pour les plus grands. Mais essayer au maximum de prendre le réel à bras-le-corps pour en faire une source d'apprentissage. Donc on pourrait dire que la maternelle des Bois, c'est une école réaliste ou une école du réel qui prend en compte la dimension intégrale de l'enfant en l'éduquant dans et par la nature. Une autre définition pourrait être une école dans le réel, par le réel, pour le réel. Si on prend, pour faire un peu de polémique, si on prend l'école habituelle, on a plutôt on a plutôt dans l'artificiel, par l'artificiel, pour l'artificiel. On met les enfants dans une salle de classe, on les classe par groupe d'âge, alors que le groupe d'âge, ce n'est pas une entité naturelle. Dans une famille ou dans une société, on n'est jamais par groupe d'âge. On a un matériel industriel, on crée du matériel, on a une cour bétonnée, on enlève toute la terre, on enlève même les pieds des arbres, la terre au pied des arbres pour surtout que les enfants ne se salissent pas en cours. Ça serait dommage. Il n'y a plus de bac à sable, il n'y a plus de terre dans les salles de récréation. Éviter que les enfants se salissent un maximum parce que c'est trop compliqué pour les maîtresses ensuite d'aller les nettoyer. Et il y a même certains parents qui ne supportent pas que leurs enfants soient sales. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre qui est assez ahurissante et qui montre que 3/4 des enfants britanniques sortent moins à l'école que des détenus. C'est quand même assez impressionnant. Ça fait un peu peur. On a même fait en sorte que les écoles soient des lieux faciles à surveiller, où il n'y a pas de recoin, on ne peut pas se cacher. Il y a un surveillant qui est tout le temps en train de tout vérifier. Il y a des grandes grilles à l'entrée pour que personne ne puisse rentrer. Ça fait un petit peu penser quand même, à certains moments, à des prisons. On a dit dans l'artificiel, c'est aussi par l'artificiel. Le devoir de maths, il est artificiel. Très souvent, il ne part pas du réel. On a des enseignements qui sont vraiment déconnectés du réel. Et pour l'artificiel, parce que pourquoi est-ce que les enfants sont à l'école aujourd'hui? Pour avoir le bac, pour avoir un boulot. Métro, boulot, dodo. C'est la société consumériste et on n'est pas dans l'être. Donc dans notre école, on a essayé de sortir de ça et de retrouver le plus possible le réel. N'hésitez pas à intervenir, à lever la main si vous avez des questions, des objections, des contradictions. Et donc notre école, elle veut être dans les bois, dans le réel. Elle veut donner un cadre naturel aux enfants qui permette la contemplation, qui permette d'élever l'âme, un cadre naturel qui corresponde vraiment à ses besoins, qui lui permette de revenir même aux origines de l'humanité, qui permettent d'observer les saisons et de retrouver un temps beaucoup plus naturel et de ne pas être dans l'immédiateté et dans le stress permanent de justement métro, boulot, dodo. On est tout le temps dans le stress. Là, on retrouve le temps des saisons et qui est un temps très long parce qu'il faut quelques semaines pour que la chenille devienne papillon. Il faut quelques mois pour que les arbres perdent leurs feuilles et les retrouvent, mais il faut des années pour que le gland devienne un chêne. Donc ça met les enfants dans une autre temporalité. C'est une école aussi par la nature, par le réel, parce qu'on va vraiment utiliser toute la nature qui nous entoure pour les apprentissages. Il ne s'agit pas de prendre notre salle de classe, les bureaux et tout le matériel et de les transposer à l'extérieur. Certaines écoles le font. Chez nous, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de prendre vraiment le réel
ce qui nous entoure pour susciter des apprentissages. Et c'est une école pour les bois, c'est-à-dire pour le réel, c'est-à-dire pour se reconnecter au maximum au monde du vivant, même pour bâtir une conscience écologique et pour réapprendre à vivre en société. Alors on nous fait souvent l'objection que nos maternelles dans les bois, on doit certainement en faire des petits sauvages. En fait, s'il y en a quelques-unes qui sont en maternelle ou qui connaissent les petits-enfants avant 6 ans, imaginez que vous prenez une dizaine d'enfants entre 3 et 6 ans et que vous les enfermez entre 4 murs, même avec plein de jouets. Vous allez avoir, pour être gentil, 4 ou 5 disputes dans la journée. Et là, je suis vraiment gentille. Chez nous, on a 15 enfants cette année en maternelle, entre 3 et 6 ans. Et on a à peu près 3-4 disputes toutes les 6 semaines. Donc, c'est quand même beaucoup plus reposant. Le bruit n'est pas du tout le même non plus, parce que la nature absorbe énormément les bruits. Et donc, c'est beaucoup moins fatigant pour les maîtresses. C'est pratique. Alors, on va développer un petit peu, détailler ce que développe l'école des bois. Donc, chez nous, on a, comme je vous le disais, 15 enfants entre la petite section et la grande section. Et on a les enfants 4 matinées par semaine. Le reste du temps, ils sont en famille. Donc on a ce luxe que les enfants puissent rentrer chez eux pour manger à midi et ils font la sieste chez eux. Certaines familles qui travaillent s'arrangent entre elles. C'est quand même un rythme beaucoup plus adapté pour les petits. Et tout le reste du temps, ils sont entièrement dehors. On n'a pas de salle de classe. Alors la première année, c'était amusant parce qu'on a été obligé d'aller en classe dans la classe des plus grands pour faire les exercices incendie et une autre fois pour les exercices antiterrorisme. Et à la fin de la matinée, les enfants nous ont dit « Oh non, on n'a pas pu aller dehors, on n'a pas pu travailler ». C'est quand même amusant. Alors, une matinée chez nous, comment ça se passe ? Les enfants arrivent à 8h45 avec leurs grands frères et sœurs donc, qui sont dans l'école à côté. Alors, on a une école maternelle qui est entièrement dans les bois, un primaire qui fonctionne avec une ferme pédagogique. Et on a ouvert cette année le collège, donc on a ouvert juste 6e, 5e pour l'instant. Et le 6e, 5e fonctionne avec des ateliers d'artisanat. Toute l'école est en équipe, donc de la 5e au CP. Il y a des équipes transversales avec les chefs d'équipe qui sont en 5e et 6e. Et les équipes ont un vrai rôle dans l'apprentissage. Ce n'est pas juste des équipes pour les services à table ou la récréation. Il y a un vrai rôle dans l'apprentissage pendant toute la semaine. Donc les enfants arrivent à 8h45. Avec les grands frères et sœurs, on va dire la prière à l'église du village, qui est vraiment juste à côté. Ensuite, on part dans les bois, donc il y a 500 mètres à faire en marchant. Les enfants sont ravis de ces 500 mètres parce qu'en fait, c'est l'occasion de faire plein de découvertes. Notamment, on croise très souvent le camion de poubelle qui vient prendre les énormes poubelles. C'est toujours une attraction assez importante. On observe aussi tous les changements des saisons, les petites fleurs qui apparaissent, les feuilles qui tombent, les châtaignes qui se craquent sous nos pas. Donc c'est vraiment un moment très important et c'est pas du tout une perte de temps. On se dit pas, parce que parfois on met un quart d'heure, 20 minutes à faire les 500 mètres, mais c'est jamais une perte de temps, c'est toujours très enrichissant. C'est aussi un moment où on peut développer le vocabulaire, parler du temps qu'il fait, chanter toutes les comptines depuis le début de l'année, réciter les poésies. Ensuite, on arrive sur place. Alors sur place, on a des gros rondins de bois qui sont coupés de manière à être plats. Donc ça fait vraiment des assises très stables pour les enfants. Et ça leur permet aussi régulièrement de s'asseoir. Alors chaque enfant a un petit carré de tapis de sol pour s'isoler du froid. Et régulièrement, les enfants posent le tapis de sol par terre, ils se mettent à genoux dessus et ils peuvent poser leurs affaires sur le rondin de bois. Ils aiment énormément cette position, surtout les petites sections et les moyennes sections. On a juste à côté une tente qui nous permet de nous abriter en cas de grosses intempéries.
Et rassurez-vous, les enfants sont bien couverts, ils ont tous des combinaisons de ski, des bonnets, des écharpes, et ils n'ont pas froid du tout. C'est plus les maîtresses qui ont un peu froid. Mais on a une tente donc, pour se mettre à l'abri, et dans la tente, il y a un petit peu de matériel et surtout des bureaux pour les grandes sections. Quand on passe à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture surtout, c'est vraiment important pour qu'ils puissent prendre une bonne position dès le départ. À côté, on a des toilettes sèches et voilà, ils ont construit plusieurs cabanes dans les bois, donc chacun a son petit coin. Donc à l'arrivée, chaque enfant a un rôle. Donc il y en a un qui ouvre le cadenas des toilettes sèches, l'autre qui sort tous les bonhommes de la semaine, l'autre qui sort le tableau, etc. Chacun a son petit rôle à jouer dans la classe. Quand les enfants nous demandent de l'aide, notre réponse c'est va voir quelqu'un d'autre, va voir un enfant. La plupart du temps, on n'aide pas les enfants. Et en fait, ça crée un climat très particulier d'entraide entre les enfants. On s'est rendu compte que ça développait énormément l'entraide des enfants entre eux et du coup l'attention des enfants entre eux, parce que souvent, ils n'ont même plus besoin de demander. Il y a toujours un camarade qui a vu qu'il y en a un qui n'arrive pas à ouvrir sa boîte, à fermer ses chaussures, à mettre son manteau. Et ils se regardent vraiment les uns les autres pour s'entraider. C'est très agréable. Ça demande un petit peu de je trouve pas le terme, de maîtrise de soi pour la maîtresse, parce qu'au début on a envie de tout faire à leur place et de répondre quand ils viennent demander, tout simplement. Et puis en plus ça va beaucoup plus vite que si c'est le camarade qui le fait. Mais en fait, à terme, c'est vraiment très intéressant de pouvoir les laisser faire un maximum. Donc ensuite, une fois qu'ils sont installés, on a le petit rituel de début de journée qui est assez classique pour les maternelles, avec les jours de la semaine, le temps qu'il fait, la saison. On observe toute la nature autour de nous et on en tire des conclusions, on en tire de la logique, on travaille le vocabulaire. Ensuite, on fait une séance Jean Quiri, parce qu'on utilise la méthode Jean Quiri pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc séance de chant et gestes, et ensuite une petite séance d'hébertisme, alors d'éducation physique inspirée de l'hébertisme, parce qu'entre 3 et 6 ans, c'est pas vraiment de l'hébertisme. Si vous connaissez pas l'hébertisme, il y a un stand très intéressant là-dessus. Mais ça permet de vraiment travailler tout le corps et pas juste certains muscles. Et avec les petits, nous on insiste beaucoup sur le lancer, parce que ça permet de travailler la coordination droite-gauche, la latéralisation. Ensuite, il y a un temps de travail dirigé où on fait des ateliers classiques de la maternelle, graphisme, tissage, mathématiques, etc. Enfin, tous les classiques, quoi. On travaille comme dans les autres maternelles, mais en utilisant au maximum les outils qu'on a sur place. Donc pour compter, on va prendre les glands qu'on a trouvés. Pour faire des algorithmes, on va prendre une feuille, un bâton et un caillou, etc. Après le premier atelier, on a le goûter, qui est le moment le plus important de la journée pour les maternelles, évidemment. Alors là, c'est pas évident, parce qu'on a essayé d'insister auprès des familles pour que le goûter ne soit pas sucré. C'est très compliqué de faire comprendre ça aux familles, parce que si les goûters sont sucrés à 11h, il y a une absence totale de tous les élèves. Après le goûter, on a un temps de jeu libre. Alors le jeu libre, parce que s'il y en a qui sont enseignants ou éducateurs, vous connaissez bien ça. Vous savez à quel point c'est important, et c'est même presque le moment le plus important de la journée, parce que l'enfant va vraiment faire exactement l'activité qui lui correspond, l'activité qui correspond à son besoin du moment. Et donc ça lui apporte énormément de choses, parce qu'il va vraiment répondre à son besoin. Et pour les maîtresses, c'est extrêmement enrichissant, parce qu'on se rend compte de ce vers quoi se porte l'enfant à ce moment-là, et donc où en est son besoin, et quelles sont les activités dont il a besoin en ce moment. Et donc ça peut vraiment
éclairer les ateliers dirigés. Après le jeu libre, on a la leçon de silence Jean Quiri. C'est vraiment très précieux, la leçon de silence. Si on était dans la forêt avec un grand calme autour de nous, je vous ferais faire la leçon de silence. Mais avec le bruit ambiant, ça ne serait pas très, très concluant. Donc pour la leçon de silence, on s'assoit bien confortablement sur sa chaise. Et c'est un peu comme du Vitos, on va sentir ses pieds, on va sentir l'assise, on va sentir les mains. Et donc ça permet aussi de travailler le vocabulaire parce que par exemple, on peut sentir le tissu. Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est mou? Est-ce qu'il est doux? Voilà, est-ce que c'est du velours? Est-ce que c'est plutôt le plastique froid des combinaisons de ski qu'ils ont en hiver? Ensuite, on se tient bien droit, on lève les épaules et on les rebaisse. Ça permet aux enfants d'apprendre à se tenir droit. Et quand les enfants sont prêts, on ferme les yeux. Alors au tout début de l'année, avec les petites sections, on évite de fermer les yeux. On va commencer sans fermer les yeux et après ils arrivent à le faire sans problème. Et pendant quelques minutes, on va écouter les bruits autour. C'est pareil au tout début de l'année, c'est presque 30 secondes, ça suffit déjà. Et à la fin de l'année, on arrive à faire quelques minutes sans problème, ils en redemanderaient. Voilà. Ensuite, la maîtresse frappe dans les mains et là, vous avez une forêt de mains qui se lèvent pour que chacun dise ce qu'il a entendu. C'est un moment assez précieux pour travailler le vocabulaire, parce qu'on a souvent des enfants en petite section qui ne sont capables de dire que oiseau, parce qu'ils ont entendu un oiseau. Et on essaye de faire en sorte qu'ils ressortent en fin de grande section en disant, en étant capable de dire j'ai entendu le Puyo Véloce chanter dans la canopée. C'est un petit peu plus classe. Donc cette leçon de silence, elle est vraiment précieuse et elle peut évoluer au fil de l'année. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment juste une écoute. Ensuite, on peut avoir des séances où on donne une cloche à un enfant, il doit l'emmener à un endroit, c'est un autre qui vient la chercher et la reposer à un autre endroit. Et tous les autres, pendant ce temps, ont les yeux fermés, essayent de deviner qui a bougé, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qui a fait du bruit, etc. On peut aussi travailler l'écoute avec un extrait musical. L'année dernière, une des maîtresses leur a fait travailler le carnaval des animaux. Et donc à chaque fois, ils devaient deviner quel était l'animal qui était entendu. Et ensuite, évidemment, on se levait tous et on imitait autant physiquement que vocalement l'animal qui avait été entendu. Après la leçon de silence, on a un deuxième travail dirigé, donc pareil avec des ateliers classiques de maternelle. Et vient déjà la fin de matinée. Alors la fin de la matinée, on a un moment qui est très important aussi, qui est un moment de relecture, c'est-à-dire qu'on va se rappeler de toute la matinée, tout ce qui s'est passé dans la matinée, au maximum dans l'ordre. Ça, c'est très difficile de remettre les éléments dans l'ordre. Et à chaque fois qu'on parle, par exemple, on a fait des mathématiques, qu'est-ce que vous avez fait en mathématiques? Qu'est-ce que vous avez appris en mathématiques? Et ça permet de réactiver la mémoire de manière à ce que les apprentissages soient vraiment ancrés sur du long terme. Ensuite, on a un moment de gratitude. Donc chacun choisit une chose qu'il a préféré faire dans la matinée et remercie pour cette chose. Et ensuite, on range et on repart retrouver les mamans. Et c'est pareil, c'est un moment important de marche en fait jusqu'au lieu de rencontre avec les mamans, parce que c'est un moment aussi où ils vont continuer à redire ce qu'ils ont fait dans la matinée et faire des liens avec ce qu'ils avaient appris avant. Donc c'est un moment assez précieux. Alors on pourrait détailler un petit peu plusieurs aspects de ce qu'on travaille. Une des choses assez évidentes, c'est que dans les bois, on va beaucoup travailler la motricité globale. Forcément, quand il faut enjamber des troncs, des bouts de bois, se baisser pour passer sous une branche, monter une souche qui fait 10 cm, pour une petite section, c'est pas facile.
les souches deviennent vite des crocodiles, des bateaux ou des châteaux. Donc ça développe énormément l'imagination. On leur fait pas mal travailler aussi les danses folkloriques parce que ça aide beaucoup à la coordination. Donc la motricité globale, chez nous, elle est vraiment très libre. Et alors ça va peut-être vous choquer, mais les moyennes sections et les grandes sections sont tout à fait capables de monter à 6 mètres dans un arbre sans que ça ne donne aucun cheveu blanc à la maîtresse. Mais pour ça, on a des règles assez importantes dès le début. C'est-à-dire que, par exemple, on ne monte pas un enfant dans un arbre s'il ne sait pas y monter lui-même. Si un enfant nous demande s'il a le droit d'aller plus haut, ben c'est pas nous qui allons lui dire est-ce que tu peux y aller ou pas. C'est est-ce que toi tu penses que tu vas y arriver. Et généralement l'enfant ne va pas au-delà de sa limite à lui. Ça lui apprend à avoir une limite interne et pas une limite donnée par l'adulte. Et si l'enfant ne le sent pas, s'il sait que l'adulte est bienveillant en face, l'enfant ne va pas monter plus haut que ce qu'il est capable de faire. Et généralement, on le teste aussi, c'est est-ce que tu sais redescendre tout seul. S'il sait redescendre tout seul, il va pouvoir monter plus haut. Parce que le risque, c'est de rester coincé en haut. Avec forcément un petit apprentissage, c'est que quand on monte à un arbre, il ne faut jamais mettre le pied au bout de la branche, mais toujours le plus près possible du tronc. Parce que la branche ne risque pas de casser si on est le plus près possible du tronc. Sinon, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Et on a des enfants. L'année dernière, on avait un enfant qui était incapable de monter sur un arbre en tout début d'année et qui, en fin d'année, était à 6 mètres sans aucun problème, avec une grande joie, évidemment. C'est pareil quand un enfant tombe, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand un enfant tombe, se fait mal, la plupart du temps, on n'intervient pas. On essaye au maximum de ne pas intervenir, de simplement lui dire est-ce que tu peux te relever et venir me voir. Et on a pareil tous les autres qui se précipitent et qui vont l'aider. Souvent on n'a plus du tout besoin d'intervenir une fois que les autres ont compris. Il n'y a pas besoin de le dire, en fait, ça se fait vraiment naturellement. Il y a une grande entraide entre eux. Et le fait de ne pas intervenir immédiatement, il y a 2 raisons. La première, elle est physique, c'est qu'en fait, si l'enfant se relève tout seul, on sait que c'est pas grave. Si l'enfant ne se relève pas, ça peut être inquiétant. On peut se dire, bon, là je vais voir, et il y a peut-être un problème un peu plus grave. Et la deuxième, c'est, alors je vais dire un gros mot pour nos oreilles modernes, mais c'est de développer la virilité. Dire que les enfants ont besoin qu'on les fasse travailler leur vertu naturelle et qu'on n'intervienne pas sans arrêt, parce que c'est ça en fait qui va leur permettre de gérer leurs émotions. Si on est tout le temps dans l'intervention immédiate, ils vont être incapables d'apprendre à gérer leurs émotions. Alors on a parlé un petit peu de la conscience corporelle tout à l'heure. Évidemment, dans la nature, on travaille énormément la conscience corporelle et quand on sent les feuilles mouillées, quand on grimpe sur une souche, même quand on tombe, on a un retour immédiat du réel sur son propre corps. Donc la conscience corporelle se fait assez naturellement. Ça n'empêche pas, nous, de la travailler quand même avec les enfants. Et on a notamment fait l'année dernière toute une séance sur les poignets. Donc on a montré que les poignets pouvaient bouger et qu'en fait il y a plein d'autres endroits dans le corps qui bougent. Et c'était assez amusant de voir l'émerveillement des enfants qui se rendent compte qu'ils ont un poignet qui bouge et que si le poignet ne pouvait pas bouger, ça serait très embêtant. Et on avait ensuite des enfants qui couraient dans toute la forêt en criant « Merci mon Dieu pour mes poignets !» C'était très drôle. Alors, est-ce que vous voulez que je continue à dérouler ou est-ce que vous voulez me poser des questions et que je réponde à vos questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça? Oui? Quel lien
Quel lien est-ce que vous arrivez à faire entre la maternelle dans les bois et après un CP en classe? Parce que ça, c'est vraiment mon interrogation. Alors c'est une question très intéressante. Il y a des écoles qui ont beaucoup plus de recul que nous là-dessus parce que nous, on a ouvert la maternelle en mars 2023, le primaire en septembre 2023 et le collège en septembre cette année. Donc on n'a pas encore beaucoup de recul sur ce passage de la maternelle au CP. Il y a d'autres écoles qui ont plus de recul et on les a beaucoup observées avant. En fait, ce qui est très intéressant, très important de se dire, c'est que plus vous allez donner à l'enfant, enfin répondre exactement aux besoins de l'enfant à son âge, plus il va pouvoir s'adapter ensuite, plus il va faire augmenter en fait son pouvoir de résilience. Et donc un enfant de maternelle à qui on a répondu, pour lequel on a répondu aux besoins exactement de son âge, en CP ça va se passer sans aucun problème. Après il y a énormément de liens dans l'école. Les enfants se voient beaucoup les grands, etc. L'année dernière, la dernière semaine, on a fait passer les grandes sections. Toutes les après-midi, ils étaient avec les CP. Donc ils ont aussi du lien de cette manière-là. Et pour l'instant, donc, que ce soit nous, sur le petit recul qu'on a, ou les autres écoles qu'on a pu observer, il n'y a aucun problème pour le passage en CP. Est-ce que j'ai répondu à la question? Pas trop? J'allais dire, pourquoi est-ce que la maternelle dans les bois et le CP en classe? J'allais dire, le CP aussi peut être dans les bois ou la maternelle peut être aux... Tout à fait, c'est une question intéressante. C'est qu'en fait, nous, on a choisi de mettre les CP et tout le primaire en fait, dans une classe parce qu'il y a beaucoup plus besoin d'avoir des livres à disposition, d'avoir plus d'écrits. Mais ça n'empêche pas que les CP et tout le primaire sont beaucoup dehors aussi. Alors ils ne sont pas dans les bois, on a un grand espace et ne serait-ce qu'il y a 2 jours, on a fait plusieurs cours dehors sous la terrasse parce qu'il y avait du soleil, donc même en plein hiver on est dehors sans problème. Et les grands ont aussi une ferme pédagogique, donc ils s'occupent des poules et des lapins, ils sont responsables des poules et des lapins. Et donc en fait il y a pas mal de liens quand même. Et, on se base de toute façon sur le réel, même avec les plus grands. Il n'y a pas de coupure vraiment entre les deux et donc le lien se fait naturellement. Ça va mieux? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc si j'ai bien compris, ils font école que le matin, l'après-midi après la sieste, ils ne reviennent pas. D'accord. C'est vrai que c'est un luxe auquel on a tenu, en fait. On s'est un peu battu pour ça. Je dis que c'est un luxe parce que, de fait, on n'a pas une majorité de mamans qui travaillent. Donc, c'était possible aussi. Et elles arrivent à s'entraider quand elles ont besoin. Ça permet de répondre à l'obligation scolaire tout en laissant les enfants de cet âge-là au maximum chez eux parce que c'est un vrai besoin de cet âge. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même aussi bien pour les maîtresses que pour les enfants. Je voulais savoir au niveau des inspections de l'éducation nationale, est-ce qu'ils vous embêtent? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils comprennent votre démarche? Alors je dirais que ça se passe très bien parce qu'ils ne sont jamais venus dans l'école des bois. Ils sont venus nous inspecter la première année et la deuxième année, donc cette année là en décembre. Et la première année, on leur a proposé de venir voir les maternelles. Et ils nous ont dit non, c'est bon. En fait, ils ont cru que les maternelles allaient revenir dans l'école. En fait, quand ils ont su qu'ils étaient dans les bois, ils ont dit oh non, c'est bon. Et là, cette année, ils nous ont dit ah mais l'année dernière, les maternelles étaient dans les bois, donc on n'a pas pu les voir. Est-ce qu'on peut les voir cette année? Bah, ils sont aussi dans les bois. Donc voilà, c'est écrit partout que les maternelles sont dans les bois, mais je crois qu'ils n'ont pas réussi à comprendre que les maternelles étaient dans les bois en permanence. Donc voilà, pour l'instant, ils nous ont absolument rien dit là-dessus. Et sur le reste de l'école, ça s'est très bien passé. Donc voilà, ils ne sont pas allés chercher la petite bête. C'était par rapport à vos séances d'écriture ou de graphisme. Comment vous gérez ça dans la nature?
Parce que je pense que vous avez des contraintes matérielles. Alors d'un point de vue très pratique, donc j'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà là, ça, qu'on a des grands troncs d'arbres, des très gros troncs d'arbres en fait, qui ont été tronçonnés au milieu, donc ça fait des assises assez larges. Et les enfants aiment beaucoup, alors en petite section et en moyenne section, ils aiment beaucoup ils ont un petit carré de tapis de sol chacun pour s'isoler du sol, ils le mettent par terre, ils se mettent à genoux dessus et ils se mettent sur le tronc pour faire du graphisme. On leur a récupéré des grands calendriers de la Poste, donc ça fait quelque chose de très plat. En petite section et en moyenne section, ça va tout à fait, et c'est une position qu'ils aiment beaucoup, qu'ils adoptent naturellement. C'est pas nous qui leur avons imposé, on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient bien comme ça. En grande section, on a des bureaux, on a une tente et il y a des bureaux pour qu'ils aient vraiment une position correcte dès le départ. On n'a pas de cahier, on utilise beaucoup des ardoises et on utilise surtout des feuilles, des fiches en fait, qu'on leur met dans un classeur après. C'est juste une question pratique, on pourrait très bien avoir des cahiers en fait. Voilà. Alors, ça dépend des saisons, mais oui, par exemple, on ne laisse pas de livres dans la tente parce que sinon ils ne tiendraient pas au niveau d'humidité, donc effectivement on fait les allers-retours à chaque fois. On a une place dans l'école où on a toutes nos affaires et on fait des allers-retours. Voilà. Et il y a un élève de 6e qui est en train de nous fabriquer une charrette pour qu'on puisse transporter notre matériel. Voilà, il est en train de faire de la soudure. On a parlé un petit peu du fait que les enfants étaient beaucoup plus calmes. De fait, les bois vraiment favorisent l'apaisement. Les enfants sont beaucoup moins stressés et de fait se chamaillent beaucoup moins. Il n'y a pas non plus de jouets à se disputer parce que les jouets c'est les bouts de bois et les feuilles et le partage se fait plus facilement. Quoique quand on a trouvé un bout de bois très particulier avec cette fourche-là, c'est quand même compliqué de le prêter. Mais de fait, la forêt, ça résonne pas comme une salle de classe. Donc c'est quand même beaucoup plus reposant. Les maîtresses le disent vraiment, c'est moins fatigant que d'être dans une salle de classe. Donc oui, l'imagination, elle se développe beaucoup dans le jeu libre. Et l'imagination, c'est aussi bien le fait de pouvoir imaginer des choses, de mettre un imaginaire sur les choses, que le fait d'avoir la capacité de se faire une image mentale du réel, se faire une image dans la tête de ce que je vois. Donc si je ferme les yeux, je suis capable de voir la salle là, qui est en face de moi, même si j'ai les yeux fermés. Ou je suis capable là actuellement de me faire une image mentale d'un arbre dans la tête. Donc c'est ce qu'on appelle l'imagination. Et cette capacité-là se développe énormément dans les bois. L'enfant peut laisser libre cours à son imagination, la laisser vagabonder de manière à créer une histoire avec les éléments qu'il trouve dans la nature. Et donc ils évoluent dans la forêt, ils se construisent des cabanes, ils grimpent aux arbres. C'est très souvent aussi qu'ils nous font la cuisine. Alors ils inventent des mets savoureux avec des bouts de bois, de la mousse. Le grand jeu aussi, c'est de gratter les morceaux de bois qui commencent à pourrir de manière à avoir plein de petits copeaux. Et ces copeaux-là, suivant les bois, ont des couleurs différentes. Donc on peut passer du presque blanc au rouge. Et quand on a un mélange de couleurs, ça fait vraiment des choses très très belles. Vous connaissez peut-être le land art, mais on peut vraiment avoir des choses vraiment très belles. Donc les enfants nous font ça sur des grands morceaux de bois avec de la mousse, des feuilles, etc. Et ils inventent des menus rocambolesques. Donc dans le jeu libre, ils sont aussi libres de leur mouvement. Ils peuvent presque aller où ils veulent. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Le jeu
pas forcément beaucoup de limites. Alors, on a une petite route qui est vraiment pas passante, qui passe juste à côté. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de sortir de la forêt de ce côté-là. De l'autre côté, il y a un verger donc, qui nous appartient, mais ils n'ont pas le droit d'y aller seuls. Et ensuite, il y a vraiment la forêt sur quelques centaines de mètres, donc ils peuvent marcher pendant un moment avant de sortir de la forêt. Donc la consigne, c'est qu'ils doivent toujours voir la tente. Alors on observe qu'au tout début de l'année, ils sont collés à la maîtresse et dès que la maîtresse fait 3 pas, c'est « Ah, ne partez pas !» hein. Et en fin d'année, parfois il faut chercher un petit peu les grandes sections et leur rappeler la consigne parce qu'ils ont envie d'explorer et d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Ce qui est intéressant aussi de le fait d'être dehors, c'est qu'on n'a pas de jouets qui racontent déjà une histoire. Ils trouvent un bâton, une feuille, et c'est pas un Playmobil avec un château. Le Playmobil avec son château, il raconte déjà une histoire. Il contraint l'histoire de l'enfant. Alors que le bâton, la souche et la feuille, c'est l'enfant lui-même qui peut mettre son histoire dessus. Et donc qui peut vraiment développer sa capacité à imaginer. Et en plus, l'imagination a besoin de temps pour se construire. Et donc, au rythme des saisons, elle a vraiment le temps pour créer. L'imagination a aussi besoin de silence, donc la nature apaise vraiment les enfants, mais ça on l'a déjà dit. Alors, les parents, souvent, il faut les convaincre parce qu'ils ont peur que les enfants soient malades. En fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. On l'a constaté, les parents nous l'ont vraiment dit. On avait des enfants qui ont fait 1 an dans la nature avant que l'école ouvre avec une autre structure. Et puis, ils n'ont pas pu... notre école n'était pas encore ouverte, donc ils ont fait 1 an dans une autre école à l'intérieur. Et ensuite, ils sont venus chez nous. Et la maman nous a dit, c'est incroyable, entre la première année où ils étaient tout le temps dehors et l'année où ils étaient entre 4 murs, la différence de maladie, autant dans la fréquence de la maladie que dans la gravité. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup plus de mal à se remettre des petits rhumes et des toux hivernales que quand ils étaient dans les bois en permanence. Et puis on a une peur qui est assez commune, c'est qu'on n'ait pas le temps de respecter les attendus du socle commun. Donc ça, on a un classeur en fait de suivi des enfants avec tous les attendus de fin de cycle de l'éducation nationale pour la fin du CP. Donc le cycle, ça fait petite section, moyenne section, grande section. Et les attendus sont seulement pour la fin du CP. Et donc on a un classeur avec chaque attendu détaillé et on remplit en fait à chaque période en fonction de ce que l'enfant a fait. Et ça nous permet d'avoir un vrai suivi des enfants. Voilà. Et de fait, avec 2 ateliers dirigés par matinée, on a largement le temps de faire le programme. Surtout qu'on a volontairement des petits effectifs dans notre école, donc on s'en sort tout à fait. J'ai plusieurs questions, mais toutes petites. Vous avez plusieurs fois parlé des maîtresses, et donc il y a 15 enfants, mais il y a combien de maîtresses ? Et la deuxième question, c'était est-ce que vous avez des problèmes avec des enfants qui apportent des jeux ou, comme vous aviez dit que vous avez du mal, par exemple, à avoir des goûters pas sucrés, un enfant qui amène, je sais pas moi, un Spider-Man ou quelque chose comme ça et qui veut en faire profiter. Et la troisième, vous avez parlé de la lessive au lierre. Quand vous faites ce genre de choses, vous faites du feu ou comment vous faites pour la cuisson, par exemple ? Merci. Alors, je les prends à l'envers. Pour le feu, effectivement, on a fabriqué ce qu'on appelle un feu polynésien, c'est-à-dire un feu surélevé. Alors, ça nous a permis de faire du tressage avec les enfants, on allait couper les branches de noisetier et on les a tressées pour faire un feu qui est à peu près à cette hauteur-là. Et dedans, on a mis des pierres et de la terre et donc on fait le feu par-dessus.
Ça permet de ne pas avoir de feu au sol sur lequel on risque de buter. Voilà, il y en a un qui tombe et c'est plus sécurisé. Et en plus, ça, pour la forêt, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de risque d'incendie par les racines. Après, on fait du feu généralement en hiver et pas en été. Parce qu'en plus, on est en Dordogne, donc il n'y a pas de feu autorisé au printemps et en été. Et les forêts sont très sèches, donc ça serait vraiment pas une bonne idée. Mais en hiver, c'est très agréable. On leur sert même souvent une petite tisane au milieu de matinée quand il y a le goûter. Pour les jouets, la politique de l'école, c'est qu'on n'apporte pas de jouets de la maison. Ça simplifie tout. Et quand il y en a un qui a un jouet, alors les doudous sont autorisés pour les petits, mais on essaye au maximum qu'ils restent dans les sacs. Et quand s'il y en a un qui apporte un jouet, il l'avait oublié dans sa poche ou dans son sac, on lui demande de le mettre dans son sac et de le ressortir quand il sera avec maman tout à l'heure. Et la troisième pour les maîtresses. L'année dernière, en fait, c'était vraiment le lancement de l'école des bois. Donc on avait une maîtresse qui gérait toute la classe. Et moi, j'étais là en plus pour lancer ça, parce qu'elle n'avait pas du tout l'habitude de l'école des bois. Et donc on l'a vraiment lancé ensemble. Et sachant que moi, je suis bénévole et elle était payée à mi-temps, comme c'est un mi-temps. Donc on a pu se permettre ça. Et cette année, moi, je l'aide plus qu'un jour par semaine. Et le reste du temps, elle a une service civique avec elle, qu'on a formée au début de l'année et qui, du coup, est assez aidante. Le coût de l'école pour les familles, la scolarité? C'est une bonne question. Si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, si je ne me trompe pas, on est à 100 € pour les maternelles, presque 200, je crois, pour les primaires. Et pas loin de 300 pour le collège, mais je ne suis pas absolument sûre. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Si vous voulez être sûr, on a un stand là-bas, mais voilà, à peu près. C'est à peu près ça. Voilà. Pour les petites sections, j'imagine que vous exigez la propreté, parce que gérer les couches dans la forêt, je pense que c'est pas une mince affaire. Alors, ça serait l'idéal, mais de fait, on les a pas refusés. Cette année, on en avait 3 qui n'étaient pas propres du tout au début de l'année et qui là maintenant sont propres. On a géré ça avec les familles et le fait d'avoir une service civique qui était assez compétente, ça a permis de les accueillir quand même. Voilà. Et le fait que ça soit que la matinée aussi, c'est quand même plus facile. Voilà. Mais c'est vrai que les bois demandent quand même une certaine logistique parce que quand vous avez, là on a 8 petites sections cette année. Et quand il y a 8 petites sections et qu'il faut leur mettre les bottes, les combinaisons, que quand on rentre dans la tente, il faut enlever les bottes. Parfois, il fait chaud, donc on va enlever les combinaisons. Et puis, il va falloir leur les remettre parce que quand ils vont jouer sous la pluie, ils veulent les remettre, etc. Donc oui, parfois, ça demande pas mal de manipulation. C'est peut-être une question idiote, mais est-ce que sur le long terme, vous envisagez, par exemple, remplacer la tente par un chalet ou quelque chose d'un peu plus, je ne vais pas dire confortable, mais plus pratique, on va dire, ou justement non, ça va totalement à l'encontre de votre... Je ne sais pas si ça va à l'encontre de ce qu'on pense, mais la tente nous convient parfaitement et en tout cas, on ne fera pas quelque chose en dur. Vraiment, un chalet, ça aurait moins d'intérêt, quoi. Ça pourrait éventuellement être une yourte, mais après, il faut avoir la place de la mettre. Et, voilà. Les périodes où il pleut vraiment très fort, vous restez tous toute la matinée dans la tente ou les enfants vont quand même dehors? Alors ça dépend beaucoup des enfants, mais la plupart des enfants, dès qu'ils le peuvent, ils vont dehors. Et ils sont même très heureux et c'est « Ah chouette, aujourd'hui il pleut !» Voilà. On a quelques enfants qui préfèrent jouer sous la tente en jeu libre, mais c'est assez rare. Là, on en a un sur 15 cette année. Mais c'est vrai que l'année dernière, c'était une année où il pleuvait beaucoup, surtout pour les maîtresses, c'était difficile. Les enfants s'en rendent moins compte, mais pour les maîtresses, c'était un petit peu difficile à la fin de l'année. On est content cette année, on a vraiment des belles semaines, c'est quand même plus agréable. Alors on arrive à la fin. J'espère que j'ai répondu à vos attentes et à vos questions.